Bonsoir à tous, c'est un infini plaisir de vous retrouver. Voici ce qui fait la une de l'actualité. Présentation des principaux défis à relever par le ministère des Finances et du Budget pour l'année 2025. Priorité sera accordée à la mise en œuvre du programme économique et à la réforme des finances publiques ainsi qu'au renforcement du dialogue avec le secteur privé. Le ministre des Finances, Adama Coulibaly, s'est exprimé face à ses collaborateurs et responsables des différentes structures placées sous sa tutelle. Le nouveau code de l'environnement est-il respecté par les usines qui opèrent dans le secteur de la cimenterie et de la scierie à San Pedro? Jacques Assaoré Conan, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, est allé s'en assurer sur le terrain pour faire d'une pierre deux coups. Il a été visiter certaines de ces firmes, mais aussi le parc national de Taï. Et puis, c'est un lieu où s'exprime tout le charme de la diversité culturelle africaine. Le Cava, ce centre artisanal de la ville d'Abidjan, situé dans la commune de Treichville, il incarne depuis des décennies le génie artistique des créateurs africains, des artisans venus des quatre coins du continent et exposent leurs œuvres d'art. Nos reporters vous feront vivre et découvrir cet univers aux facettes à la fois abstraites et concrètes. Voilà pour le programme. Merci de suivre la deuxième grande édition de la RTI 1. Cette édition s'ouvre avec l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, qui a regagné la capitale économique ivoirienne ce dimanche en début de soirée. Le chef de l'État est parti d'Abidjan le 17 janvier dernier pour un séjour en France. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République, le Premier ministre et plusieurs autres membres du gouvernement. Le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, présente les principaux défis à relever par son ministère pour 2025 face à ses collaborateurs. Adama Coulibaly, après un regard rétrospectif sur les progrès accomplis en 2024, a fait part de ses objectifs pour cette année. La priorité sera accordée à la mise en œuvre du programme économique, à la réforme des finances publiques et au renforcement du dialogue avec le secteur privé. C'est ce que nous dit Jean-Luc Bongo. Faire le point des acquis de 2024 et définir les priorités pour 2025. C'était l'objectif de cette rencontre entre le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, et ses proches collaborateurs, responsables de structures placées sous sa tutelle. Une occasion pour le ministre de rappeler les progrès accomplis et d'esquisser les défis à relever. Nos efforts de gestion des finances publiques ont permis de poursuivre la dynamique de consolidation budgétaire amorcée depuis 2022 avec un déficit budgétaire qui est passé de 6,2% du PIB en 2022 à 5,8% en 2023 et qui devrait ressortir à 4% en 2024. En plus de la stabilité macroéconomique, plusieurs réformes ont été menées avec succès, consolidant ainsi les bases d'une croissance durable. L'objectif principal au titre des recettes est d'atteindre un taux de pression fiscale de 15,4% en 2025 contre 14,4% en 2024, avec un montant total de recettes fiscales à mobiliser de 8 761,3 milliards de francs CFA. Quant à la mise en œuvre de la réforme des finances publiques, qui constitue la deuxième priorité, il importera de maintenir le cap par la réalisation des actions définies au titre de la gestion 2025 dans le plan de réforme des finances publiques 2022-2024 étendu à l'exercice 2025. Des mesures seront donc prises pour garantir une exécution budgétaire optimale et attirer davantage d'investissements privés. 2025 s'annonce comme une année d'enjeux majeurs pour le ministère des Finances et du Budget. Avec des bases solides, les réformes engagées devront être consolidées pour maintenir la dynamique de croissance et renforcer la confiance des partenaires économiques. Un autre ministre, celui de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, était à San Pedro pour une visite de terrain. Jacques Assaoré Conan s'est rendu dans les usines de cimenterie et de scierie de la ville ainsi que dans le parc national de Taï. Objectif de cette tournée, s'assurer que ces usines évoluent dans le respect du nouveau code de l'environnement. Une mission qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la conformité environnementale et la promotion de l'éco-citoyenneté. Sam Conan. 3.
Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique en visite de travail à San Pedro. 2 entreprises de cimenterie et 2 scieries ont fait l'objet d'un contrôle sur la conformité environnementale. Au quotidien, nous avons un opacimètre à l'usine qui nous permet de contrôler les émanations de poussière pour ne pas dépasser le seuil régi par la réglementation environnementale. En gros, nous épousons la vision du ministre. Une visite de travail ponctuée par des rencontres avec les responsables de ces entreprises. Objectif, sensibiliser davantage sur le nouveau code de l'environnement. Que ce soit les 2 cimenteries que nous avons visitées ou les 2 scieries que nous avons visitées également, beaucoup d'efforts ont été effectués. Je voudrais déjà les féliciter pour ce qu'ils font, pour se conformer aux normes environnementales. Mais il y a des efforts à faire et c'est à cela que je les engage. La vision 2025 du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique est consacrée au renforcement de la conformité environnementale et à la promotion de l'éco-citoyenneté. Je demande aux autres entreprises, au-delà de San Pedro, de faire en sorte que leur process de production soit conforme aux normes environnementales. Toutes les grandes entreprises savent ce qu'il y a à faire, qu'elles n'attendent pas des sanctions pour se conformer. Le ministre Jacques Assaouré Kona entend accentuer des visites de terrain afin de s'assurer du respect du nouveau code de l'environnement. C'est un centre qui, à lui seul, représente l'Afrique au travers de sa richesse culturelle. Dans la commune de Treichville, cet espace incarne depuis des décennies le génie artistique des créateurs africains. Il s'agit du centre artisanal de la ville d'Abidjan, Cava, un centre où est exposé des œuvres d'art de toutes sortes conçues par des artisans venus des 4 coins du continent, des professionnels qui débordent d'énergie et animés par la fibre africaine. Nos reporters Khalil Diomandé et Didier Nguessan nous transportent dans leur univers. C'est l'un des espaces artisanaux les plus réputés de la capitale économique ivoirienne. Le Cava, le centre artisanal de la ville d'Abidjan, fondé en 1990. Ici, l'art est perceptible dans toute sa splendeur. On y retrouve une panoplie d'œuvres confectionnées de main de maître par des créateurs africains. Chaque objet d'art, quel qu'en soit le type, est empreint d'une touche africaine et renvoie un message bien fort. Ici, vous avez une image dans le plateau. L'image, c'est quoi? On montre un peu la valeur de nos femmes africaines. La mère, elle va s'occuper des enfants, elle va s'occuper de la lessive, elle va s'occuper de tout ce qu'il y a à la maison. Après ça, elles sont encore chercher de l'argent. Vous voyez plusieurs femmes africaines qui sont en train de vendre. C'est un hommage à la femme africaine. Ça, c'est la femme africaine avec son mari. C'est des pièces de décoration qu'on met à l'entrée de la maison. Et on les habille généralement du même pagne pour dire que c'est monsieur et madame. Les pagnes africains pour toujours garder la trace de l'Afrique parce que les touristes, quand ils viennent chez nous, c'est notre culture qui les intéresse, c'est notre culture qui les motive, donc ils viennent à la recherche de notre culture. Dans cet univers où se conjuguent créativité, dextérité et africanité, Nour Camara a jeté son dévolu sur la confection des max. Artisan chevronné, il réalise depuis 30 ans des max qui incarnent l'identité culturelle des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le masque dedans. S'il y a des cérémonies là, on danse ça, on prend ça, on porte comme ça. Malheureusement, ces œuvres mémoire peinent à se vendre. L'imagination, on fait tout travail là pour déposer ça comme ça. Et puis on ne gagne pas le client pour nous soulager. Ça nous fait très mal. Mais la vente fébrile de ces objets est bien loin de tuer la passion des artisans. Alphonsine s'est faite spécialiste des poupées africaines et des bols réalisés à partir de la noix de coco. J'aime parce que c'est travaillé à la main. C'est fait avec les 10 doigts. Mes 10 doigts, c'est ça que je prends pour faire, c'est pas machine. C'est justement ce travail fait entièrement à la main qui tient en haleine les visiteurs venus contempler l'art dans toute sa dimension. Tout
Tout est beau, vraiment fait par main de l'homme. Ah, c'est vraiment très beau. Cette poupée m'était donnée pour que symbolise la femme forte, la femme courageuse, la femme leader. L'artisanat contribue à hauteur de 15% à la richesse nationale. Une contribution insignifiante aux yeux des artisans du Kava qui entendent prendre toute leur part dans l'économie ivoirienne. Au chapitre politique, la coordination régionale du RHDP de l'Indénié-Djuablin a organisé un meeting de remobilisation des militants en vue de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Pour cette tournée qui a débuté à Bangourou, les cadres du parti de la région ont plaidé pour que le président Alassane Ouattara soit le candidat du parti pour l'élection présidentielle à venir. Le compte-rendu signé Herman Niamia. La coordination du RHGP de l'Indénié-Djuablin au contact des militants pour préparer les futures batailles électorales. En ligne de mire, l'élection présidentielle d'octobre prochain. Et pour cette tournée de remobilisation des militants qui a démarré dans le chef-lieu des régions à Bangourou, la cérémonie a enregistré la présence de plusieurs cadres de la région. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara n'appartient plus seulement aux militants du RHDP. Alassane Ouattara a convaincu la majorité des Ivoiriens par son bilan qui est élogieux. Pour les militants du RHGP et surtout les cadres du parti, la mobilisation ne doit pas faiblir. Elle doit s'intensifier afin d'accroître les chances du parti de triompher au soir du 25 octobre prochain. Mais le meilleur choix pour atteindre cet objectif, selon eux, reste le président Alassane Ouattara, celui-là même qui a permis à la Côte d'Ivoire de rayonner au niveau international. Notre pays est respecté. Il est écouté dans toutes les instances des Nations Unies et au-delà. Il est respecté et écouté en Afrique. C'est pourquoi il a été choisi à l'unanimité des chefs d'État africains pour être le champion du développement des champions de l'agenda 2063. Quand vous avez un chef qui est respecté et aimé partout, votre rôle, mon rôle, notre rôle de le soutenir est simple. Nous devons donc prier pour que la santé soit son compagnon de tous les jours. Ces 14 ans de gouvernance du président Alassane Ouattara ont profité à la région de l'Indénié-Djuablin avec la nomination de plusieurs fils de la région à des hauts postes de responsabilité dans l'administration ivoirienne et la réalisation de plusieurs projets de développement. C'est pourquoi, au nom des fils et filles de l'Indénié-Djuablin, le ministre Siandou Fofana a plaidé pour que le président Alassane Ouattara soit le candidat du RHGP à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Au regard de ses faits d'armes et de tout ce qu'il a pu apporter à notre pays, nous sommes venus ici mobilisés comme un seul homme. Nous avons pris l'initiative de lancer un appel à l'endroit du président pour revendiquer sa candidature aux prochaines élections d'octobre 2025. Et à compter de ce jour, nous investissons le terrain dans les villages et dans tous nos quartiers à l'effet de mobiliser toutes les populations pour que cette victoire soit belle et éclatante ici dans l'Indénié et dans toute la Côte d'Ivoire. Après à Bangourou, les prochaines étapes de cette tournée de remobilisation des militants sont Bétier et Agnbilé-Kourou. La même veine avec le mouvement 2025 Ewan-Ado qui s'engage pour la victoire du président de la République Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2025. La coordination nationale de ce mouvement qui rassemble les fils et filles du V. Baoulé a été investie par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani et le ministre Amadou Kone. Ces représentants de la haute direction du RHDP ont mis en mission le coordonnateur national de 2025 Ewan-Ado pour conduire leur candidat à la victoire dans la paix et la cohésion. Soro Corona. Le V. Baoulé veut se positionner comme la locomotive pour la victoire du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre 2025. En témoigne la mobilisation du mouvement 2025 Ewan-Ado à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ce sont plus de 5000 ressortissants issus des régions Baoulé, dont 1000 têtes couronnées, à répondre à l'appel du président de ce mouvement de soutien, Louis Kwaku Bonoa. Cette mobilisation est un signal fort pour l'élection du président Alassane Ouattara au premier tour. Le président Alassane Ouattara devrait être notre fierté parce que c'est notre aïeul Houphouët-Boigny qui l'a révélé à la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous constituons le mouvement 2025 Ewan-Ado pour parcourir hameaux, campements, villages, quartiers et villes du V. Baoulé pour la victoire d'Alassane Ouattara
en octobre, dès le premier tour. L'investiture du président du mouvement 2025, Iwan Ado, est l'occasion pour le ministre Amadou Kone, président de cette cérémonie, d'inviter le peuple baoulé à la cohésion et au vivre ensemble pour des élections apaisées. Cette alliance a été la colonne vertébrale de ce qui a permis au président Houphouët-Boigny de façon stable de gérer ce pays pendant plus de 30 ans. Et nous devons continuer à faire ce travail-là. C'est pourquoi je voudrais demander premièrement au président et à l'ensemble de sa coordination de travailler à la cohésion. Le haut représentant du président de la République, patron de la cérémonie, était représenté par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Koubena Kwasi Adjoumani, parrain de cette cérémonie d'investiture, s'engage à accompagner le mouvement 2025 Iwan Ado dans sa politique de maillage de tous les 20 départements baoulés. Le président Alassane Ouattara, en souscrivant à sa politique, c'est souscrire à une assurance qui nous garantit la sécurité, la paix, la stabilité, le progrès partagé. Cette assurance ne coûte pas très cher. Il nous faut seulement nous lever au matin du 25 octobre 2025 pour aller voter Alassane Ouattara. Après l'investiture de sa coordination nationale, le mouvement 2025 Iwan Ado va se déployer dans le vieux baoulé pour vendre le candidat Alassane Ouattara. Quand le RHDP mobilise dans le centre du pays, le Front populaire ivoirien descend sur le terrain dans la région du Nzi. Le FPI multiplie les rencontres avec les militants et sympathisants dans la perspective de l'échéance présidentielle d'octobre prochain. Dans la préfecture d'Abigui, dans le département de Dimbokro, le conseil politique régional a présenté aux militants les atouts de Pascal Affi-N'Guessan, président et candidat du parti à la prochaine présidentielle. C'est ce que nous dit Eugène Atoubé. Dans la localité d'Abugui, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Dimbokro, région du Nzi, le Front populaire ivoirien marque sa présence. Objectif de ce parti, remobiliser les militants dans la perspective des échéances électorales de cette année 2025. On soutient Papa Affi-N'Guessan, n'est qu'un président. Alors là, c'est lui qu'on veut. Nous avons choisi Abigui parce que nous avons un fort potentiel ici. Nous voulons mobiliser la population d'Abigui afin qu'elle soit prête à voter le président Affi-N'Guessan. Hommes, femmes et nouveaux majeurs d'Abigui et de toutes les contrées qui forment la région du Nzi sont les personnes vers lesquelles le Front populaire ivoirien adresse ses messages de séduction. À Abigui, Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, a été annoncé comme le candidat de ce parti à la présidentielle de 2025. Nous avons le meilleur candidat. Il a le meilleur profil. Il est compétent. Le Front populaire ivoirien dans la région du Nzi est dans une dynamique de renforcement de ses structures. Les militants et sympathisants ont été vivement exhortés à opérer un vote massif à toutes les élections de cette année 2025. Cette mission est confiée aux 220 sections issues des 12 fédérations établies dans les départements de Bokanda, Kwasi-Kwasiko et Dimbokro qui forment la région du Nzi. À Gagnoa, le conseil départemental des chefs de village a lancé une caravane de sensibilisation pour des élections apaisées. Cette cérémonie, présidée par la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, a permis aussi d'éclairer la lanterne des populations sur les avantages d'un vote sans heurts dans la région du Gol. Les précisions de Jean-Marc Djadji. 139 chefs de village, 14 chefs de canton et 39 chefs de tribu du département de Gagnoa, bientôt en mission pour la paix et la cohésion sociale. Ces autorités coutumières auront pour mission de préserver l'unité dans leur communauté et prôner l'apaisement à l'approche de l'élection présidentielle dans le mois d'octobre prochain. Pour moi et pour les autres cadres, c'est un appel. Ils nous ont fait vraiment honneur de nous dire ça, parce que nous voulons la paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. J'invite tous les ressortissants et tous les habitants du département de Gagnoa à s'inscrire dans ce programme. Il faut la paix. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas s'asseoir ici. Le lancement de cette campagne pour la paix reçoit l'adhésion de la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Chers chefs, vous avez décidé d'être des acteurs de paix. Vous avez dit que vous voulez faire une caravane. Je suis d'accord pour la caravane. Mais avant la caravane,
cher papa, je vous demande d'œuvrer pour que dans nos villages, nous ayons cette parfaite cohésion. Dans nos cantons, nous soyons en parfaite harmonie avec tous ceux qui y vivent. À l'issue de cette cérémonie, le conseil départemental des chefs de village s'est engagé à sortir la localité de Gagnoa de la zone conflictogène avant les élections. À Soubré, ce sont les autorités administratives et les leaders religieux qui unissent leurs forces pour une élection présidentielle apaisée. Une nuit de prière interconfessionnelle pour la cause s'est tenue dans le foyer des jeunes pour confier l'échéance électorale à Dieu. Occasion pour le préfet de la région de l'Anawa et celui du département de Soubré d'engager les guides religieux au maintien de la paix et de la cohésion dans la région. Michel Mambo. 2025, année électorale. Dans l'Anawa, des prières montent vers le ciel pour des élections apaisées. À l'initiative du préfet de région, préfet du département de Soubré, une prière interconfessionnelle est organisée. Kwame Bikalou invite les guides religieux à prendre une part active dans le maintien de la paix avant, pendant et après les élections à venir. Nous avons eu recours à ces religieux parce qu'ils ont toujours maintenu par leur prière notre pays dans le vivre ensemble et dans la paix. Nous avons voulu vraiment qu'aujourd'hui, tous, ils envoient une image forte, une symbolique très forte à leurs fidèles, celle d'estimer qu'au-delà de leurs divergences, ils pouvaient s'unir pour un but commun. La rencontre a réuni les guides religieux, les élus locaux et de nombreux fidèles. Le message délivré était axé sur les valeurs de paix, de tolérance et de solidarité. L'élection rime généralement avec la peur, la crainte, l'angoisse. Et tout ce qui peut aplanir cela, c'est l'invocation, c'est l'intercession, c'est lever nos voix vers Dieu. Ce que le préfet vient d'initier, nous sommes très heureux que la Côte d'Ivoire conserve toujours cette paix, cette joie, que toutes les autorités qui sont au sommet, que le Saint-Esprit agisse sur eux pour que chacun puisse poser des actions de paix. Cette initiative traduit la volonté des autorités locales d'anticiper d'éventuelles tensions dans la région de l'Anawa à l'approche des échéances électorales. Toujours au chapitre religion, le Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire et les églises Alliance biblique et missionnaire de Côte d'Ivoire ont communié dans la prière à l'occasion du sommet national de prière pour la paix et la cohésion apaisée. C'était autour du thème « Pour l'amour de la Côte d'Ivoire, je ne me tairai point ». Plusieurs leaders religieux ont élevé la voix pour prier pour la Côte d'Ivoire. C'était en présence du chef de cabinet du président de la République, Claude Sailly, et de notre reporter, Abou Sanogo. Le Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire et les églises ABMC, Alliance biblique et missionnaire de Côte d'Ivoire, ont prié en communion pour la paix et pour des élections apaisées. Ainsi, l'intention portée par ce sommet national de prière est d'exhorter les leaders religieux à travailler ensemble pour la promotion et la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas de troubles, nous voulons que tout se passe très bien. Et c'est par la prière, ça sera géré. 2025, c'est une année spéciale et le corps de Christ veut prendre le devant, n'est-ce pas, pour élever des prières en faveur de notre nation. Louanges et adorations ont meublé ce sommet, soutenu par des messages des leaders religieux. Nous sommes là pour imposer la paix. Nous sommes venus prier afin que la Côte d'Ivoire, qui connaît une prospérité, continue de s'élever et de se développer. Quand nous élevons la voix, Dieu nous écoute. C'est pourquoi nous retrouver ensemble et porter la voix pour que la Côte d'Ivoire soit non seulement un pays de paix, mais un pays développé, un pays leader. La prière du chrétien est d'autant plus efficace lorsqu'elle est faite unie, lorsqu'on est fait main dans la main. La Bible dit si deux personnes s'accordent, tout ce qu'elles vont demander au Seigneur, il va le leur accorder. Nous avons prié pour ce pays, nous croyons que ce pays est en paix. Je veux dire aux Ivoiriens de ne pas avoir peur, de croire en Dieu parce que ce pays est entre ses mains. Comme l'indique le thème, pour l'amour de la Côte d'Ivoire, je ne me tairai point. Claude Sailly, chef de cabinet du président de la République, a encouragé le Conseil des apôtres et les églises ABMC à continuer de fléchir les genoux pour prier avec persévérance pour la paix et des élections apaisées. La victoire de ces élections, c'est la convivialité, la fraternité et la paix. Et que ces entités-là aient pris l'engagement, la décision de prier pour la Côte d'Ivoire ne peut que me réjouir et je leur dis merci. Le Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire et les églises Alliance biblique et missionnaire œuvrent au bien-être des hommes et des femmes à travers l'Évangile.
La transmission du savoir ne devrait pas s'arrêter au mur des amphithéâtres grâce aux éditions universitaires de Côte d'Ivoire. Un enseignant peut désormais s'assurer que ses travaux, ses recherches et ses réflexions ne se perdent point. Elles deviennent ainsi une richesse pour toute la nation. Les éditions pour une presse universitaire pertinente, c'était le thème de votre magazine du dimanche de l'édition du 13h. Professeur Aka Luka Katié, directeur des éditions, était l'invité de Hamza Diaby. Je vous propose de suivre un extrait de leur entretien. Édition Université de Côte d'Ivoire ou Presse Université de Côte d'Ivoire, c'est la structure qui permet de faire des revues, réaliser des revues scientifiques. Des ouvrages. Des ouvrages. Parce qu'un universitaire évolue, parce qu'il a produit des articles scientifiques qui sont publiés dans des revues scientifiques. Il évolue également parce qu'il a produit des livres. Et le système LMD actuel promeut la réalisation des livres à usage des étudiants. Beaucoup d'ouvrages sur les colloques, beaucoup de revues scientifiques, beaucoup de livres que nous avons, que nous devons mettre, que nous mettons à la disposition de tout le monde. Il suffit de nous interroger. Demandez au président de l'université, il vous dira. Cela peut vous permettre à tout le monde de pouvoir agrémenter certains travaux, certains écrits journalistiques. Ce que nous ne publions pas sont les romans. Les romans. Nous ne publions pas d'écrits politiques, de partis politiques, sauf si l'écrit est un essai universitaire. Mais nous avons décidé de ne pas faire de romans, parce que sur la place, il y a de brillantes maisons d'édition qui peuvent le faire. Par contre, les écrits universitaires, les essais, les colloques, nous les faisons. Apprenons à acheter des livres pour nos enfants. C'est important. Pour clore ce journal, je vous invite à suivre le périple de l'actualité hors de nos frontières diffusé le long de cette semaine. C'est dans le 7/7 proposé par Abou Sanogo. Le gouvernement libanais a dit accepter lundi 27 janvier de prolonger la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu avec Israël jusqu'au 18 février après une médiation américaine. L'État hébreu n'ayant pas respecté la date limite pour retirer ses troupes du sud du pays. Le Parlement pakistanais a adopté une loi punissant jusqu'à 3 ans de prison la désinformation en ligne, un durcissement critiqué par journalistes et militants comme visant à faire taire les opposants. Il aura fallu moins de 2 semaines pour que les premiers effets de la nouvelle administration Trump se ressentent sur la politique migratoire américaine. Après l'ébouriffante crise diplomatique qui s'est jouée entre les États-Unis et la Colombie le 26 janvier, 2 avions militaires affrétés par le gouvernement colombien ont rapatrié à Bogota mardi 28 janvier 200 personnes expulsées. Plusieurs ont dénoncé des conditions de détention et d'expulsion dignes d'un cauchemar américain. La Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé mercredi dans un communiqué que le retrait du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger de l'organisation prend effet à compter de ce jour 29 janvier 2025. Cependant, la CEDEAO affirme maintenir ses portes ouvertes au dialogue. Olivier Boko, ancien proche du président béninois, et Oswald Omeki, ex-ministre des Sports, ont été condamnés à 20 ans de prison pour tentative de coup d'État. Jugés sans avocat, ils devront également payer 60 milliards de francs CFA de dommages à l'État béninois. Au moins 700 personnes ont été tuées et 2800 autres blessées lors des affrontements pour le contrôle de la ville de Goma entre les forces armées congolaises et le groupe rebelle M23. Selon l'ONU, 150 000 personnes ont fui la ville, cherchant refuge dans les camps alentours ou dans les villes voisines comme Bukavu. Un marché du quartier d'Omdurman, dans la proche banlieue de Khartoum au Soudan, a été la cible d'un bombardement samedi 1er février. Selon le ministre de la Santé, l'attaque attribuée aux forces de soutien rapide a tué 54 personnes et fait 158 blessés. Voilà.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Côte d'Ivoire et hors de nos frontières. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de nous avoir suivis.